Alors, bon, pas de conflit d'intérêts. L'introduction, elle a été abordée par les deux précédents orateurs. Je viendrai juste un mot pour vous dire que la douleur chronique post-opératoire, elle est sous-diagnostiquée et puis elle est mal prise en charge. Ça, Léa vient de le dire. Ce qui se passe, c'est que c'est la deuxième cause de consultation dans les centres d'évaluation et traitement de la douleur derrière la lombalgie. Alors les conséquences, eh bien, il y a un handicap social et physique lié à l'existence continue de la douleur. Cette douleur post-opératoire va altérer la qualité de vie et à ceci va se greffer des multiples comorbidités, à savoir une consommation d'analgésiques importante, des séjours en rééducation de plus longue durée et des troubles psychiatriques qui vont... il y a même des tentatives de suicide. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des facteurs de risque d'incidence de la douleur chronique post-opératoire. Donc, en préopératoire, j'ai listé les facteurs de risque que l'on retrouve le plus fréquemment et j'ai pris comme critère ceux que l'on retrouve dans au moins 2 études. Alors, vous avez l'anxiété, mais surtout le catastrophisme. Alors, ça a été évoqué, mais ça fait référence à un terme qui fait référence à des croyances erronées quant à la douleur, quant à son évolution vis-à-vis de la douleur. Donc, il y a une espèce de dramatisation chez le patient qui a cette tendance au catastrophisme. Et puis, c'est un terme qui est constitué de 3 dimensions, l'amplification, la rumination et l'impuissance face à la douleur. Et on voit que sur les 3 constructs, eh bien, vous avez 2 qui prédisent aussi la survenue de la douleur chronique post-opératoire. Dépression également, la détresse émotionnelle, vulnérabilité psychologique, traits de personnalité tels que le névrosisme. Alors, ce sont des personnes qui se caractérisent par des affects négatifs, avec une symptomatologie dépressive à minima, anxieuse, de la colère. Et on voit qu'entre dépression, détresse émotionnelle, vulnérabilité psychologique et névrosisme ou pessimisme, on a des recoupements dans les facteurs psychologiques. Donc à l'avenir, c'est quelque chose vers quoi on devrait s'attacher un peu plus pour voir, et ça explique peut-être l'hétérogénéité des résultats dans la littérature. Puis vous avez les facteurs neuropsychologiques et la lexithymie, qui est un trouble du traitement des émotions, parce que ce n'est pas uniquement la cognition qui va intervenir, c'est également la charge émotionnelle de la personne que l'on voit en préopératoire. Alors, par exemple, l'anxiété. L'anxiété, vous l'avez comme facteur de risque de survenue de la douleur chronique post-op. Mais l'anxiété, à ce moment, elle est surtout liée à la peur de la chirurgie, à l'anesthésie, la peur de ne pas pouvoir se réveiller. Et en post-opératoire, l'anxiété, eh bien, le facteur déclenchant, ça va être la douleur qui persiste. Et l'anxiété et la dépression vont avoir cette aptitude à amplifier la douleur, le handicap et la consommation d'opioïdes. Alors voilà pour les facteurs neuropsychologiques. La première étude, Attal et collaborateurs, a été réalisée dans notre laboratoire. On montre 3 épreuves. La plus à gauche, c'est la figure de Rey, où on demande aux patients de recopier la figure, puis de la rappeler. La figure du milieu, c'est le try-making test qui évalue la flexibilité cognitive. Et puis la troisième, qui a été utilisée dans une seconde étude, qui évalue les processus d'inhibition. Donc on voit que la figure de Rey et le try-making va prédire la survenue de la douleur, son incidence et sa sévérité à 6 et 12 mois, à la fois dans l'arthroplastie du genou et dans la chirurgie du sein. En revanche, dans la deuxième étude, il n'y a que le Stroop test, c'est-à-dire la difficulté à résister aux interférences, qui va expliquer la survenue de la douleur chronique post-opératoire à 6 mois. Alors, résistance aux interférences, ça veut dire quoi? Vous voyez dans le bloc 3 le nom de couleur qui est rouge et qui est imprimé à l'encre verte. Et donc, la personne doit donner la couleur de l'encre et non pas lire. Donc ça mesure les capacités d'inhibition et de résistance aux interférences. Alors les interventions thérapeutiques,
eh bien, ça va être par le biais de la remédiation cognitive ou rééducation cognitive, et on va agir sur des capacités cognitives telles que la planification, flexibilité, mémoire, processus d'inhibition. Et par ce biais, on attend que derrière, en boostant le fonctionnement cognitif, les patients vont pouvoir, de cette manière, mettre des stratégies de gestion de la douleur plus optimales. Alors, la mémoire autobiographique, ça a été évalué par Joël Katz, qui est très connu dans le domaine de la douleur chronique post-opératoire. Mémoire autobiographique, c'est un souvenir, c'est un système de souvenirs appartenant au passé personnel de l'individu. Donc, on évalue le contenu des souvenirs, et quand on voit que les souvenirs, enfin l'étude montrait que les souvenirs négatifs étaient associés à un risque plus élevé de développer de la douleur chronique post-opératoire à 12 mois. Pourquoi ? Parce que les participants, quand ils étaient évalués à 1 mois après la chirurgie, avaient des évitements, c'est-à-dire qu'ils mettaient plus de temps à se rappeler les souvenirs liés à l'opération, et puis ils étaient également dans la rumination, c'est-à-dire qu'ils produisaient un contenu beaucoup plus négatif de la chirurgie, et ça, c'était 2 facteurs qui pouvaient expliquer la survenue de la douleur chronique post-opératoire. Donc, selon les auteurs, eh bien, la possibilité d'intervenir sur le contenu des souvenirs pouvait permettre d'améliorer la qualité des souvenirs et le contenu, et donc de favoriser, enfin de proposer, ou plutôt, alors c'est pas, l'hypothèse n'a pas été vérifiée, mais en tout cas, c'était avec le sentiment qu'en améliorant le contenu du souvenir, on pouvait protéger l'individu de la survenue de la douleur chronique post-opératoire. Alors, il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est d'évaluer l'incidence de la douleur aiguë, cette fois-ci post-opératoire. Et là, on voit qu'on est dans un schéma à 2 temps. C'est-à-dire qu'en préopératoire, on va retrouver à peu près les mêmes facteurs, dépression, anxiété, catastrophisme qui va prédire la survenue de la douleur aiguë, de même que les anticipations négatives par rapport à la chirurgie, par rapport à ses guérisons et par rapport à la récupération. Mais au temps de la douleur post-opératoire aiguë, il y a d'autres facteurs qui vont se mettre en place. C'est par exemple la peur du mouvement dans les chirurgies orthopédiques et rachidiennes, parce que derrière, il y a une croyance erronée qui fait que l'individu ne va pas se mobiliser, ne va pas bouger, parce qu'il a le sentiment que ça va aggraver la lésion, et derrière l'aggravation de la lésion, il va y avoir une aggravation de la douleur. Donc là, on voit que la peur du mouvement, la kinésiophobie, donc c'est une phobie du mouvement, va entraîner des évitements et un déconditionnement dont toute pour le kinésithérapeute, ça va être de reconditionner le patient. Les anticipations négatives, ça a été montré par Denboer et collaborateurs, évaluées à 6 mois, ça permettait de prédire la survenue et le handicap. À 6 semaines, ça permettait de prévenir le handicap et la douleur à 6 mois. Voilà, donc la transition de la douleur aiguë vers la douleur chronique, c'est un phénomène complexe. Et puis, bien sûr, ces facteurs qui arrivent au moment de la douleur aiguë, de cette période post-opératoire aiguë ou sub-aiguë, va entraîner justement des conséquences pour la rééducation. Donc là, c'est une étude de HR et collaborateurs qui montre qu'effectivement, une autre étude qui confirme la précédente de Denboer, qui montre que lorsqu'il y a la peur du mouvement à 6 semaines, ça va prédire l'intensité de la douleur à 6 mois, les interférences liées à la douleur sur les activités quotidiennes, le handicap et la santé physique. Donc, au niveau thérapeutique, toujours, on va utiliser des stratégies cognitives et comportementales pour traiter la peur du mouvement. Et ces stratégies vont faire partie intégrante des programmes de rééducation. Par exemple, on va travailler sur la croyance négative, que le mouvement aggrave la douleur. On va travailler sur les évitements, les activités physiques, exposition in vivo,
graduée et cette exposition va être mise en conformité avec des objectifs propres aux patients. Il va y avoir de la relaxation et puis des stratégies de résolution de problèmes parce que bien sûr, il y a des comorbidités qui sont associées telles que la dépression. Et là, on le voit dans le tableau, eh bien, elle va avoir un retentissement sur les 3 derniers facteurs, interférence, handicap et santé physique. Alors, tout à l'heure, j'étais dans quelque chose de l'ordre de l'incidence et maintenant, on a mis aussi en évidence au niveau de la littérature des facteurs de risque de survenue psychologique. Il n'y a pas beaucoup d'études. On est en phase initiale de survenue de la trajectoire dont Léa a parlé tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au caractère évolutif de la douleur. On n'est plus sur l'incidence, mais sur le caractère évolutif de la douleur. Et on voit que l'anxiété, toujours, on retrouve l'anxiété, on retrouve le catastrophisme qui va prédire la trajectoire de la douleur aiguë. Et on voit tout de suite que la transition de la douleur aiguë vers la douleur chronique, eh ben, elle prend cours très rapidement au cours de la période post-opératoire dès le premier jour. Alors, trajectoire de la douleur chronique, certaines études s'y sont essayées. A priori, il y a des résultats qui sont très préliminaires, beaucoup de candidats. Et puis, 2 études ont montré que la dépression avant la chirurgie, que la faible qualité de vie avant la chirurgie prédisait la trajectoire de la douleur chronique post-opératoire à 1 an et 2 mois. À 6 mois, les courbes étaient parallèles puisqu'il y avait 3 groupes. Les courbes étaient parallèles jusqu'à 6 mois et après, à 1 an, vers 2 ans, ça commençait on commençait à distinguer les groupes de patients. Catastrophisme également qui revient dans la chirurgie thoracique. Alors, cette fois-ci, quand on regarde la littérature, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées aux facteurs psychologiques qui protègent de la survenue de la douleur chronique post-opératoire. Et d'un point de vue thérapeutique, c'est dommage parce que c'est beaucoup plus facile d'agir sur un potentiel déjà existant que d'aller essayer de modifier des comportements. Donc vous avez par exemple la robustesse qui a été introduite par Bruce et collaborateurs dans la chirurgie du cancer du sein, qui montre que effectivement la robustesse telle qu'elle est définie par les auteurs, c'est des personnes qui sont caractérisées par un optimisme dispositionnel, donc un trait, ça les caractérise, c'est leur façon de fonctionner, ils sont optimistes. Ils ont des affects positifs qui sont élevés, des émotions positives et une faible détresse émotionnelle. Donc c'est un score composite qui va caractériser la robustesse chez certains patients. Et donc ça protège de la douleur aiguë. En revanche, l'incidence de ce facteur de protection sur la douleur chronique post-opératoire à 4 mois, elle est faible. Alors, vous avez également l'optimisme dans la chirurgie générale. Peters et collaborateurs. Pinto, c'est l'hystérectomie. Rosenberg, c'est également la prothèse totale de la hanche. Donc, on voit que l'optimisme, ce trait de personnalité, va permettre de protéger les individus contre la survenue de la douleur chronique post-opératoire. Et surtout, ils vont avoir beaucoup moins de pessimistes et vont gérer la douleur au quotidien beaucoup plus facilement que d'autres patients. Il va y avoir aussi le sentiment d'auto-efficacité qui est protecteur. Alors l'auto-efficacité, c'est une croyance. La personne a le sentiment qu'elle a la capacité à contrôler cette douleur. Donc tout ça, ce sont des éléments protecteurs. Et on voit aussi un dernier élément, le sentiment de cohérence. Lorsque ce sentiment est élevé, il va apporter de la protection aux patients contre la douleur chronique post-opératoire. Le sentiment de cohérence, qu'est-ce que c'est? Et là, j'en viens à introduire le concept de salutogénèse, c'est qu'on déplace le prisme, on ne va plus voir du côté de la psychopathologie, on va aller voir du côté de du côté de la douleur, les comportements qui vont, pas du côté de la douleur, du côté de la santé, le pôle santé.
Donc tous ces comportements qui vont pouvoir améliorer la santé, le bien-être physique, mental, social et non plus du côté de la maladie. Donc le sentiment de cohérence, il se caractérise par le sentiment que les choses, elles sont compréhensibles, ce qui nous arrive est compréhensible, qu'on va avoir la maîtrise sur ce qui nous arrive et que cela va donner, quoi qu'il arrive, même si on est douloureux, eh bien la douleur va amener un sens, où on va trouver du sens à la douleur. Donc c'est un sentiment qui est un sentiment de confiance qui est permanent mais qui est dynamique. Alors maintenant j'évoquerai les prises en charge. Je vous ai parlé, là, je vais vous présenter 3 grandes options au niveau des prises en charge thérapeutiques, mais tout ça, ça part d'un postulat que les facteurs psychologiques sont modifiables. Donc, on va mettre en place des programmes d'intervention thérapeutique qui sont soit sur Internet, par Internet, ou en vis-à-vis avec le thérapeute. Donc, vous avez d'un côté les prises en charge de groupe sur Internet et puis individuelles face à face avec le thérapeute. Et puis, ces programmes sont structurés de quelques séances, une dizaine à peu près, et ils sont réalisés de manière autonome. Donc, première grande option thérapeutique, si je puis dire, c'est les stratégies comportementales et cognitives. Et là, le psychologue va travailler avec le patient sur ses points faibles. On va essayer de réduire les comportements qui sont susceptibles de favoriser le maintien de la douleur. On va essayer aussi de modifier le contenu des pensées des patients, c'est-à-dire que pour les croyances négatives, avec des programmes de psychoéducation, on va expliquer que c'est une croyance erronée, que le mouvement n'aggrave pas forcément la douleur et que c'est l'inverse. Enfin, voilà. Donc ces programmes sont constitués d'éducation thérapeutique. On va faire de la restructuration cognitive également sur les facteurs qu'on a pu repérer en préopératoire, catastrophisme, en post-opératoire immédiat, la peur du mouvement. On va aussi entraîner le patient à rediriger son attention sur d'autres canaux sensoriels que la douleur. Donc ça, c'est du redéploiement intentionnel. Il va y avoir de la relaxation et puis les expositions graduées in vivo. Et on va travailler là, pour le coup, sur les comportements. Alors, deuxième option thérapeutique, si je puis dire, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. L'individu va travailler selon ses valeurs. Et ça, c'est important. Donc, au cours de cette thérapie, on va encourager le patient à la pleine conscience et à l'acceptation de la douleur. Alors, pleine conscience, c'est quoi? C'est la capacité d'être en contact avec ses pensées et ses émotions au moment présent. Parce que notre cerveau, il est toujours dans l'agir, dans le réagir, soit dans la rumination sur le passé, soit sur l'anticipation, donc l'anxiété sur l'avenir, sur les événements de vie passés ou présents. Et donc, on va recaler tout ça et on va demander à la personne d'être au moment présent, d'être dans l'être. Alors, c'est très philosophique, hein, c'est inspiré, cette thérapie, elle est inspirée du bouddhisme. Mais néanmoins, elle a de très bons résultats. Donc, et puis, on va travailler aussi sur l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas la résignation, mais ça va être... on va apprendre à l'individu à ne pas lutter contre. Là, pour utiliser la métaphore, là, vous voyez bien qu'on va on va apprendre au patient de surfer sur la vague et non pas lutter, parce que dès que vous regardez si on lutte contre cette vague, on ne s'en sort pas, c'est pas possible. Donc le but, c'est justement la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est d'amener le patient à surfer sur la vague. Et puis la vague, à un moment donné, ça c'est le principe des expositions, va redescendre pour peu qu'on n'y met pas du cognitif, qu'on ne réalimente pas les croyances, le catastrophisme. Et puis on va aussi avoir, et c'est là que je vous disais, travailler selon ses valeurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engagement de l'individu dans des activités de vie valorisées, ce qui compte pour lui. On peut avoir de la douleur, mais ce n'est pas pour autant que plus rien n'existe. On va donc mettre en place avec lui donc, des activités
justement qui ont de l'importance pour lui, qui ont une valeur. Donc c'est pour ça que je disais travailler selon ses valeurs. Et le mécanisme de tout ça, c'est la flexibilité cognitive, c'est agir de manière souple pour avancer dans la direction qui est importante, donc ces fameux activités qui ont un sens pour l'individu, en présence d'obstacles qui peuvent être intérieurs, une souffrance, une dépression, une anxiété, ou extérieurs, le handicap lié à la douleur. Et puis la troisième option thérapeutique, plus nouvelle, moins connue, discutable, mais je la mets quand même parce que c'est intéressant dans le sens où cette fois-ci, cette prise en charge, elle va amener le patient à tirer parti de ses points forts et travailler sur ces points forts pour pouvoir avoir un mécanisme de généralisation à de plus en plus d'activités. Donc, ça, toujours, j'utilise une métaphore à nouveau, c'est-à-dire que là, il s'agit d'empêcher les gens, il ne s'agit pas d'empêcher les gens de nager dans le fleuve, mais d'identifier les zones dangereuses, d'améliorer la capacité des nageurs en vue d'augmenter la sécurité. Et on va taper justement sur le sentiment de cohérence que je vous ai défini, compréhensible, maîtrisable et sens à la vie. Et plus ce sentiment est élevé, et plus la probabilité de se diriger vers le pôle santé va être importante. Et les gens qui ont un sentiment de cohérence marqué vont réagir avec souplesse. Donc on revient un petit peu à cette notion de flexibilité que je vous ai évoquée précédemment. Et surtout, elle va être capable d'activer les ressources nécessaires pour la réalisation. Voilà. Alors les perspectives de recherche, eh bien, c'est l'étude Dolorisque, 9 pays, 12 centres. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser à la douleur. On s'est intéressé à la douleur neuropathique. Donc, dans le diabète, la chirurgie, la chimiothérapie et les causes traumatiques. Et nous, notre rapport a été la chirurgie du cancer du sein. On a deux cohortes. Une cohorte qui a été recrutée auprès de l'association Sentinelle, et puis donc une cohorte rétrospective et une autre cohorte prospective et longitudinale avec un suivi à 3, 6 et 12 mois. Donc ça, ces patients ont été recrutés dans le service du docteur Albi à l'Institut Curie. Et l'objectif de l'étude, premier objectif justement, c'est d'évaluer le fonctionnement cognitif sur la survenue des douleurs chroniques à caractère neuropathique et sur certaines caractéristiques de la douleur neuropathique. Et le deuxième objectif, c'est identifier des facteurs psychologiques qui vont protéger de la survenue de la douleur chronique en fonction des critères de guérison qui seront préétablis. Constat général, et je m'arrêterai là, on a fait des avancées considérables au niveau des dernières années. Nécessité de contrôler les overlaps entre les différentes dimensions des concepts psychologiques. Des fenêtres thérapeutiques pour le psychologue en préopératoire, en post-opératoire aigu, subaigu et chronique, et plusieurs options thérapeutiques. Une option thérapeutique, comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, n'est pas exhaustive d'une autre. On peut prendre des éléments de l'une, de l'autre, en fonction de ce que l'on détecte et ce que l'on repère chez le patient. On va travailler aussi donc, sur les facteurs de protection et puis valider les critères de guérison. Je vous remercie beaucoup.